Merci d'être fidèle au programme d'ITV. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans le 1945 à la une de l'actualité annoncée il y a quelques mois lors du conseil présidentiel sur la vie chère. La mesure sur la baisse des prix du loyer est entrée en vigueur hier. Le décret a été publié au Conseil des ministres du 1er mars. Le barème établit une baisse de 15% des loyers inférieurs à 300 000, 10% sur ceux compris entre 300 et 500 000 et 5% à partir de 500 000. Comment cette nouvelle mesure est-elle accueillie par les courtiers immobiliers? Nous leur avons posé la question dans ce journal. Et puis va-t-on vers de nouvelles perturbations dans le secteur primaire 3 mois après avoir levé son mot d'ordre de grève? L'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire dénonce le non-respect des engagements de l'État du Sénégal. Il compte d'ailleurs déposer un préavis de grève. Dans la rubrique environnement, coup de projecteur ce soir sur l'Université américaine des sciences et technologies de Dakar. L'établissement mène une expérience en faveur de la sauvegarde des écosystèmes de l'aire marine protégée de Somone et elle nous a ouvert ses portes ce soir. Ne ratez pas le reportage de Papa Ibrahim Ndiaye, ce sera en fin d'édition. Voilà pour les titres, tout de suite le développement. Bienvenue à toutes et à tous et merci de vous informer sur ITV. Je vous le disais tout de suite, la mesure sur la baisse des prix du loyer est officiellement entrée en vigueur hier 1er mars. Le décret a été publié au Conseil des ministres. Une baisse de 15% des loyers de moins de 300 000, 10% sur les loyers compris entre 300 et 500 000 et 5% sur les loyers de 500 000 francs. Une baisse bien accueillie par les courtiers immobiliers. Selon eux, les bailleurs vont se conformer mais ne doivent en aucun cas toucher à leur commission. Voyons leur réaction dans ce reportage de Mamseyne Boubabou et Moussa Fall. La baisse des prix du loyer ne concerne pas seulement bailleurs et locataires. Les courtiers sont également dans le lot. Moustapha Koli gère des immeubles à la Médina. Il affirme que les bailleurs sont prêts à se conformer. Bon, la loi, c'est la loi. Bon, le décret, nous, vraiment, on a accueilli à bras ouverts le décret du président de la République concernant la baisse des loyers. Donc, on est d'accord pour baisser les loyers. Beaucoup de bailleurs, presque la majeure partie des bailleurs sont prêts pour baisser les loyers. La loi n'est pas la loi. Donc, la loi est faite pour être appliquée. Il est dans le courtage depuis plus de 20 ans. Boubacar est très enchanté de parler de ce sujet. Cette baisse les arrange, mais non, sans condition. Nous sommes prêts à respecter les décisions de l'État. Nous qui sommes des courtiers sommes également des citoyens. Il n'y a aucun problème d'ailleurs. Cette baisse est une bonne nouvelle pour nous. Seydou, bailleur, accueille mal cette nouvelle. Il ne peut s'empêcher de s'inviter à notre discussion. En revanche, il ne peut qu'appliquer ces nouvelles règles. Les lois sont faites pour être appliquées. On n'y peut rien. Mais le président Macky Sall devait penser également à ceux qui font des prêts à la banque. La banque qui est là, qui vous pousse un peu à payer. Si vous n'avez pas une somme d'argent pour satisfaire à sa demande, vraiment c'est compliqué. La réduction du prix du loyer est une aubaine pour les courtiers. Ils espèrent que la demande va exploser grâce à l'offre qui baisse. Et plus rien ne sera comme avant selon le conseiller technique du directeur de l'urbanisme et de l'architecture, Martar Ngom, estime aussi que cette mesure va aussi augmenter l'offre de logements sur le marché. Le juriste est également revenu sur les réformes du projet de loi portant code de l'urbanisme adopté hier en Conseil des ministres. Martar Ngom était l'invité de Kenouas Kanu sur ITV. Il répond aux questions d'Elhaj Malik Sissé. Sur la baisse du loyer, effectivement, c'est quelque chose que nous saluons. Je rappelle que c'est le ministère du Commerce qui pilote effectivement cette activité. Mais nous aussi, ministère de l'Urbanisme, on a un rôle à jouer parce que nous devons faire de sorte que l'offre
de logement puisse augmenter sur le marché pour juguler effectivement le fléau de hausse des loyers. Donc c'est quelque chose qui arrive en son temps parce qu'on se rend compte que c'est une mesure qui a été prise depuis 2 mois mais qu'on vient juste d'appliquer parce qu'il fallait vraiment mettre l'écosystème pour permettre que cette mesure-là puisse être durable et pérenne. La réforme du code de l'urbanisme arrive en son temps parce qu'aujourd'hui on a constaté tous les problèmes, beaucoup de problèmes au niveau de l'urbanisation, notamment sur l'axe Dakar-Thiès-Mbour, et le code de l'urbanisme vient apporter des innovations majeures, des réponses adéquates et adaptées pour permettre effectivement non seulement de régler les problèmes que nous avons actuellement, mais aussi d'anticiper sur les problèmes futurs. Parce qu'on parle d'urbanisme durable. L'urbanisme durable, c'est un urbanisme qui prévoit effectivement l'avenir. Alors, ce qui va changer, plusieurs choses. D'abord, au niveau des documents de planification urbaine, actuellement, nous avons des documents qu'on appelle les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme. Les schémas, les plans directeurs d'urbanisme et les plans d'urbanisme de détail. Et puis hier, 1er mars, c'était aussi la célébration de la journée mondiale des récupérateurs à la décharge de Mbebes. Elle a été célébrée par le Promojet, le projet de promotion de la gestion intégrée de l'économie des déchets solides. Le projet entre dans sa phase d'exécution et selon ses responsables, les enfants et les personnes vulnérables retirées de la décharge seront accompagnées par l'État du Sénégal, Boudal Ndiaye et Cheikh Magat Mbaye. Cette année, la journée mondiale des récupérateurs est célébrée en étroite collaboration avec le Promoged, dont le projet phare est la réhabilitation de la décharge de Mbebes. Cette journée a permis aux récupérateurs de revenir sur leurs préoccupations. Si les difficultés sont toujours les mêmes, il faut que l'État nous accompagne. Certes, nous travaillons dans les déchets, mais on n'est pas quand même des déchets. Nous voulons être accompagnés dans divers domaines, surtout être formés, parce que la plupart qui travaillent ici sont des soutiens de famille. Pour le retrait des enfants également, l'État doit accompagner ces enfants-là à se réinsérer dans la société. C'est ce que nous voulons. Cette journée a permis également de vulgariser les activités du Promoged en faveur des récupérateurs et récupératrices de la décharge de Mbebes. Le Promoged compte accompagner ces récupérateurs, mais dans l'immédiat, les enfants seront retirés de la décharge. On a un programme prioritaire qui est le retrait des enfants. La présidente en a parlé, mais il ne suffit pas de retirer les enfants de la décharge. Il faut retirer les enfants et les accompagner dans leur réinsertion. Que ce soit dans le cadre de la formation, ça peut être la formation classique ou bien dans les daras modernes, ou bien les amener dans des centres d'apprentissage pour que ces enfants-là puissent avoir des métiers. Parce que vous avez vu les conditions de travail qui sont dans la décharge, qui ne sont pas vraiment favorables aux enfants. Donc le projet, c'est de les retirer, mais aussi de les réinsérer. On a également un programme dédié aux personnes vulnérables, donc tout ce qui est personnes âgées, personnes malades qui sont dans la décharge. Là également, le souhait du Promoged, c'est de les retirer de la décharge et d'avoir une prise en charge spéciale pour ces personnes-là. Maintenant, pour ce qui concerne les récupérateurs, nous avons un programme d'insertion dans les nouvelles infrastructures de traitement des déchets, mais aussi d'accompagnement pour la reconversion professionnelle pour les personnes qui souhaitent travailler dans d'autres secteurs que les déchets. La réhabilitation de la décharge de Mbebes a été financée à hauteur de 206 milliards de francs CFA. L'État compte dans ce projet moderniser la décharge, mais également accompagner ses travailleurs. Et va-t-on vers des remous dans le secteur primaire? Eh bien, à peine 3 mois après avoir levé leur mot d'ordre de grève, l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire dénonce le non-respect des engagements de l'État du Sénégal. Les syndicalistes comptent d'ailleurs déposer très prochainement un préavis de grève. Écoutons à ce propos Oumar Dramé, membre de l'intersyndicale des travailleurs du secteur primaire. Il est au micro de Babacar Seck. Malheureusement, on s'est rendu compte que l'État n'a pas respecté la signature de ce protocole parce qu'on n'était pas même censé véritablement rappeler à ce que l'État puisse convoquer cette réunion, d'autant plus que tout a été clair. Il suffit tout simplement, n'est-ce pas, de faire des convocations et qu'on puisse démarrer les travaux. Et véritablement, nous pensons que l'État, comme il a l'habitude de le dire, il signe des protocoles d'accord et il ne respecte pas les engagements. Et le secteur primaire,
comme vous le savez, la troisième force syndicale de ce pays va se battre à nouveau pour que ces fonds communs soient matérialisés. Et nous avons même décidé donc dès aujourd'hui ou plus tard demain de déposer un préavis de grève, comme vous le savez, qui va durer 1 mois. Et si rien n'est fait, d'ici 1 mois, je pense que nous allons passer à la vitesse supérieure, comme nous le savons tous, que le secteur primaire donc, est maintenant désormais dans l'échiquier de l'espace syndical de ce pays. Et si on n'a pas de satisfaction par rapport à cette convocation qui véritablement ne devrait poser aucun problème, parce que nous savons que tout a été dit, tout a été clair, tout a été dans le protocole. Pourquoi attendre à ce que les gens fassent du bruit pour que l'État réagisse? Quelle posture journalistique pour la stabilité du pays? C'est le thème choisi par le Conseil pour l'observation des règles d'éthique et de déontologie dans les médias. Pour son cas d'école du mois de mars, 3 panels ont été initiés par le CORED pour ce rendez-vous bimestriel sur des thèmes d'actualité. Mamadou Dia et Chertidiane Diouf nous en disent plus. La posture du journaliste est décisive pour la stabilité du pays. Cela passe d'abord par une bonne maîtrise des genres rédactionnels, ce qui explique le premier panel sur le mélange de faits et d'opinions. Le fait est distinct de l'opinion, mais, et c'est là où ça a été intéressant, on peut construire ou forger une opinion sur la base de faits. Et ça a été véritablement démontré de fort belle manière. Le métier du journaliste repose sur des faits, des informations dont leur véracité ne souffre d'aucun doute. Le panéliste Asma Dembambaye a posé la question si toutes les vérités sont-elles bonnes à dire. D'après lui, seul le talent permet de ne pas les dire d'une mauvaise manière. Et ce talent doit lui permettre justement de faire preuve de bienveillance. Et cette bienveillance doit lui permettre de comprendre quand il faut informer comment le faire. Et pour y arriver, le journaliste a l'obligation de respecter le principe de présomption d'innocence et la dignité humaine. Et en respectant également justement les principes, c'est-à-dire quand il s'agit d'un enfant, le droit de l'enfant, respecter également la condition féminine et ne pas offenser, parce qu'en réalité et en dernière instance, la question de la responsabilité s'impose aux journalistes quand il s'agit de diffuser l'information. Le volet économique dans les médias a clôturé les panels. Un exposé du journaliste spécialiste de l'économie des médias, Dr Abdou Diaw. Les cas d'école du CORED, un rendez-vous bimestriel sur des thèmes d'actualité. Le Salon international de l'agriculture de Paris, une foire aux opportunités pour la Sonacos. Les produits commercialisés par la société constituent l'attraction du public. Le directeur général de la Sonacos espère d'ailleurs conquérir le marché international. Des partenariats seront signés avec des exposants présents au salon, selon Modou Diagne. Fadia, plus de détails dans ce récit de notre correspondant permanent à Paris, Abdoulatif Diop. Beaucoup d'entreprises sénégalaises sont présentes au Salon international d'agriculture de Paris. Parmi celles-ci, la Société des oléagineux du Sénégal. La Sonacos a respecté la tradition en venant présenter ses variétés de produits au SIA de Paris. Son directeur général, Modou Diagne Fada, est revenu sur les motivations de sa mission. Entre les différentes filières agricoles. Et comme vous le savez, la Sonacos a une interaction avec beaucoup d'acteurs du secteur. C'est pourquoi c'est toujours important pour la Sonacos de venir au SIA de Paris. D'abord pour rencontrer ses partenaires éparpillés en Europe, mais ensuite ses partenaires d'autres continents qui saisissent toujours cette opportunité pour venir à Paris faire des affaires, faire du business, faire des rencontres et ensuite développer des relations. La Sonacos, qui est en interaction avec plusieurs acteurs agricoles, ne rate jamais ses rendez-vous d'échanges et d'opportunités pour rencontrer ses partenaires du monde agricole. Maintenant, la Sonacos, c'est assez connu. Il y a des gens, je crois, qui viennent aussi à rien que pour rencontrer la Sonacos, parce que l'arachide et
Le Sénégal est un pays producteur d'arachide. La Sonacos est la principale entité transformatrice de l'arachide au Sénégal. Et comme vous le savez, l'huile d'arachide est prisée. L'huile d'arachide est assez bien commercialisée à travers le monde et des partenaires asiatiques, européens viennent à notre rencontre pour des contrats, des pré-contrats, des conventions entre nous et eux. Donc c'est une occasion immanquable pour la Sonacos. Le SIA de Paris est un rendez-vous privilégié pour le secteur agricole et alimentaire sénégalais. Un rendez-vous qui permet de développer des relations professionnelles et commerciales pour faire connaître sa gamme de production. Intéressons-nous à un autre salon, le Salon international de l'énergie et du pétrole. La 20e édition aura lieu les 7 et 8 mars prochains. Et en prélude à l'événement, l'Association sénégalaise pour le développement de l'énergie en Afrique a organisé une conférence de presse pour revenir sur les recommandations qu'elle a faites à l'État concernant le défi de l'accès à l'énergie en Afrique. Écoutons à ce propos Mohamed Abdoulaye Sek, président de l'association au micro de Babacar Ndiaye. Au CIEPA, c'est un vaste programme de 2 jours qui abordera toutes les questions liées à la problématique de la production et de l'accès à l'énergie en Afrique. En l'occurrence, entre autres thèmes, nous traiterons des perspectives de production pétrolière et gazière, des stratégies des compagnies pétrolières, le contenu local dans l'industrie pétrolière et gazière, la gouvernance du secteur des hydrocarbures, la formation, l'accès au financement, le développement des capacités de production d'énergie renouvelable, et aussi l'évolution des marchés de l'électricité. La cérémonie officielle qui aura lieu le 7 mars au King Fahd sera présidée par le Premier ministre du Sénégal, M. Amadou Ba. Il est attendu aussi la participation de Madame la ministre des Énergies et du Pétrole du Sénégal, aussi des représentants des ministères de l'énergie de la sous-région, les organismes régionaux en charge de l'énergie, les compagnies pétrolières et gazières seront présentes. À Sédhiou, pour le conseil décentralisé, le chef de l'État Macky Sall a inauguré le centre régional hospitalier Amadou Tidiane Ba, en hôpital de niveau 2, avec 18 services médicaux chirurgicaux. Notre correspondant permanent à Sédhiou, Ousmane Demba, a fait une visite guidée de cette structure sanitaire pour nous. Regardez. Peu avant son inauguration par le chef de l'État Macky Sall, une visite guidée offerte à la presse a permis de découvrir cette infrastructure sanitaire des dernières générations. Nous sommes dans le sanctuaire de l'établissement public de santé niveau 2, l'hôpital régional professeur Amadou Tidiane Ba. C'est le dernier hôpital qui vient parachever la mise à disposition des hôpitaux régionaux dans les 13 régions du Sénégal. Dakar n'en fait pas partie parce qu'ils ont des hôpitaux au niveau national. Alors c'est un hôpital flambant neuf qui répond à toutes les normes architecturales. Implanté sur une superficie de 12 000 m², l'hôpital régional Amadou Tidiane Ba offre une gamme de services. Nous venons de visiter certains services stratégiques. Tous les services sont à la limite d'égale dignité, mais nous avons visité des services qui font la valeur ajoutée. Nous avons visité le bloc opératoire, la néonatologie, la maternité, la cardiologie, etc. Nous avons d'autres services aussi qu'on n'a pas encore vus, qu'on n'a pas pu visiter, c'est l'ophtalmologie et l'ORL. Pour l'ensemble de ces services-là, hormis ce qui était les 18 services, c'est des services qui sont hors normes. Donc tous les services que nous avons eu à visiter, vous les avez vus, les normes architecturales. Il y a une cohérence dans la mise en commun. On l'a dit tout à l'heure, si vous regardez le service d'accueil des urgences et le service de radiologie qu'on appelle communément imagerie médicale, il y a une continuité. En matière d'urgence, on a besoin d'échographie, de scanner, de radio, donc en un
clic, vous pouvez avoir toutes les informations que vous voulez. Nous avons visité aussi le laboratoire qui a tous les paramètres en matière de biochimie, en tout cas tout ce qui est paillasse dans l'offre de soins de laboratoire. Livré récemment, ce bijou réalisé avec plus de 200 milliards de francs CFA reste un véritable pôle d'attraction. Aujourd'hui, on a plus de 1000 interventions chirurgicales, plus de 44 000 visites. Cela veut dire qu'on a été dans la célérité, dans la mise en œuvre des dispositions des ressources humaines, faire en sorte que l'hôpital puisse fonctionner et servir très rapidement aux populations de Sédhiou. Réduisant considérablement les évacuations sanitaires à haut risque, le centre hospitalier régional Amadou Tidjanba constitue une réponse aux difficultés d'accès aux soins de santé dont les populations démunies font toujours les frais. Assurer une bonne insertion professionnelle aux jeunes vivant avec un handicap, c'est l'objectif de l'Association sénégalaise pour la protection des enfants déficients mentaux. Elle a organisé un colloque sur la question. L'association compte également sensibiliser le public sur la déficience intellectuelle, une sensibilisation qui va passer par des actions de plaidoyer, suivant les explications d'Ami Diouf. Son rôle n'est plus seulement d'accueillir les enfants vivant avec un handicap intellectuel, mais aussi d'intégrer les jeunes dans le monde du travail. Depuis sa mise en œuvre, l'Association sénégalaise pour la protection des enfants déficients mentaux a pu intégrer plus de 22 jeunes dans différentes entreprises. À travers des colloques que ACDEM organise, c'est sensibiliser les parents, leur montrer que ces jeunes font partie de la société. On a 7 ateliers pour leur permettre d'avoir les rudiments de base dont ils ont besoin avant maintenant qu'on ne trouve des partenaires qui disent oui. Parce que comme vous le savez aujourd'hui, il y a 22 jeunes qu'on a pu insérer avec des CDI et des CDD. Après leur formation dans les centres et sur plusieurs métiers, les concernés ont du mal à trouver de l'emploi. Un processus qui demande beaucoup de plaidoyer auprès des entreprises. Donc les entreprises ont peur parce qu'ils ne connaissent pas ce qu'est le handicap. Donc on fait le plaidoyer auprès de ces entreprises et c'est ce que ACDEM est en train de faire pour montrer à ces entreprises qu'à travers la RSE, elles doivent employer ces personnes. Ce colloque a vu la participation de plusieurs entreprises qui militent en faveur des vivants avec un handicap. Ségui Diorgueï, ressortissant du centre, témoigne. J'ai trouvé un travail au sein de DPO de Dakar grâce à l'appui de l'ACDEM qui m'a beaucoup accompagné, beaucoup soutenu et beaucoup encouragé dans cette insertion professionnelle. Trouver un métier, aider les gens et surtout mes parents. Dans ce sens, la délégation générale de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes a pris l'engagement d'accompagner la CEDEM. Une enveloppe de 25 millions est prévue pour financer ces projets. Couture pour un montant de 3 572 000 pour l'acquisition de machines. Micro-jardinage, 2 500 000 pour l'achat de matériel. Sérigraphie, 7 millions, autour de 7 millions pour l'achat d'une machine d'impression de dernière génération. Aménagement pour des travaux d'extension. Un montant de 4 880 000 sera dédié au fonds de roulement des différentes activités et permettra un bon fonctionnement de la CEDEM. Développer l'insertion professionnelle des jeunes adultes vivant avec un handicap, offrir une prise en charge aux enfants dans la même situation afin de renforcer leur socialisation et leur permettre d'être autonomes. Des actes pour changer le regard social qui pèse sur leur existence. Un mot de sport à présent, Coupe d'Afrique des Nations des mois de 20 ans. Le Sénégal s'impose 1-0 face au Bénin et se qualifie en demi-finale de la compétition. Samba Diallo a marqué le seul but du match sur une passe décisive de Lamine Camara. Cette victoire, 10 hommes de Malick Daf, est synonyme de qualification à la Coupe du Monde des mois de 20 ans. Ce sera la 4e de l'histoire. L'Université américaine de sciences et de technologie de Dakar, basée à Mour, l'établissement mène une expérience en faveur de la sauvegarde des écosystèmes de l'aire marine protégée de Somone. Sur place, les étudiants travaillent sur un système de drones qui vise à identifier et protéger les espèces sous-marines contre la surpêche. Papa Ibrahim Ndiaye.
entre quatre murs, dans une salle d'expérience. En pratique, voici ce que ça donne. Des étudiants concentrés sur l'un des projets cruciaux d'une université qui place la recherche technologique au cœur des défis écologiques. Le nom de l'établissement, Université américaine de sciences et de technologies de Dakar, peut être trompeur. Oui, parce que nous ne sommes pas à Washington, encore moins dans la capitale sénégalaise, mais bien à Mbour, une ville qui abrite l'aire marine protégée de Somone. Une réserve naturelle de près de 4000 hectares qui accueille une expérience des étudiants de l'Université américaine de sciences et de technologies de Dakar. Des étudiants qui travaillent sur un projet d'inventaire et de classification des espèces sous-marines, principalement des poissons. Un projet sous l'eau qui invite à un changement de comportement, et ce, dans le but de participer à la préservation des écosystèmes. Parce que les pêcheurs, lorsqu'ils voulaient savoir dans un endroit donné les différents types d'espèces, ils allaient jusqu'à cet endroit, pêcher les différentes espèces qui s'y trouvent, pour ensuite savoir les différentes espèces qui vivent dans cette localité, ensuite pour tuer les autres qu'ils n'ont pas besoin. Donc auparavant, ce qu'ils faisaient, ils avaient des bateaux, ils allaient en mer, et ils faisaient des pêches. Et après qu'ils sortent les poissons, et puis ils les classifiaient et ils faisaient des mesures. Mais avec notre technologie, nous avons mis une équipe avec laquelle on utilise un drone sous-marin qui est équipé de caméras, qui va sous l'eau et peut vraiment naviguer et avoir des vidéos et des photos de tout ce qui se passe under the water, sous l'eau. Le projet appliqué à la lettre par les étudiants est une vision à court et à long terme de la direction de l'établissement. Une école qui croit à une technologie au service de l'écologie. C'est primordial d'avoir cette science et technologie parce que vraiment la science et la technologie, c'est ce qu'on appelle added value. Donc ça a vraiment une valeur ajoutée sur tout ce qu'ils font de jour à jour sur la conservation, la préservation de l'environnement. Avec la technologie, on peut le faire mieux. À l'heure actuelle, les étudiants du projet d'inventaire et de classification des espèces sous-marines perfectionnent leur système de drone limité dans l'aire marine protégée de Somone. Mais dans les années à venir, leur ambition est d'en faire profiter à l'ensemble du secteur de la pêche pour appuyer l'État dans sa politique de sauvegarde des ressources halieutiques. Et c'est ce coup de projecteur de Papa Ibrahima qui met un terme à cette édition. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi. Merci de votre fidélité. L'information continue sur notre site internet, le www.media.sn. Bonne suite des programmes sur ITV.